va falloir être sage. On fait une interview avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Ah, votre chien m'attaque. Jean-Jacques Charbonnier, Oui. bonjour. Bonjour. Bonsoir même. Oui. Alors, nous faisons une interview avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, bien entendu, mais aussi Isara. si, si elle veut être là, qu'est-ce que vous voulez, moi je sais pas. Elle est bien là, d'autant plus que, bon, j'ai lu les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, et je sais que vous précisez que les animaux ont une âme. Oui, 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 je crois que les animaux ont une âme, il n'y a pas de raison. Alors, ils sont peut-être un peu moins sages que les êtres humains, quoique ça se discute. Ça se discute, mais quand on interroge les médiums, Oui. eh ben, souvent, ils ont des contacts avec des signes de reconnaissance qui sont donnés par les animaux et qui nous prouvent que la vie existe bien de l'autre côté, puisque nos animaux favoris s'y retrouvent. C'est-à-dire que les animaux décédés continuent oui, de vivre ouais. dans l'au-delà, ce fameux au-delà où c'est un peu fourre-tout, on met un petit peu tout ce qu'on voudrait retrouver avec les êtres chers disparus, etc. Et il y a quand même 50% de croyance dans l'affaire. Enfin, attention, je vous titille tout de suite, mais enfin, je sais bien qu'à la vous, là, c'est sérieux, c'est limite plus que cartésien, ça a été étudié, vous faites des conférences, et puis c'est pas le premier livre que vous faites qui explique que la vie continue après la mort, mais il y a quand même à la base une croyance qu'il faut avoir, une certaine foi dans ce genre d'idées. Hein. En face, on peut toujours vous dire le contraire, quoi. Ouais. Mais je crois que plus on avance sur ce terrain-là, plus on fait des recherches sur ce sujet-là, et plus finalement ça devient une évidence. Oui. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu le privilège de préfacer le prochain livre de Raymond Moody. C'est un livre qui s'intitule Conversation sur l'évidence de l'après-vie. Et conversation entre Raymond Moody et un neurochirurgien qui s'appelle Eben Alexander, qui lui est aussi connu donc pour avoir vécu cette fameuse expérience, et puis magnifique, il la raconte d'une façon très, très émouvante. Oui. Et je m'aperçois, après avoir lu ce livre avec attention, puisque je l'ai préfacé, j'ai eu cet immense privilège de préfacer un livre de Raymond Moody, on m'aurait dit ça il y a quelques semaines, j'aurais dit non, c'est pas possible. Je suis très flatté de ça, très honoré de ça, puisqu'ils ont souhaité, tant Eben Alexander que Raymond Moody, que je préface leur livre. Parce qu'ils vous connaissaient, donc. Et vous avez vu en conférence, que vous étiez dans les mêmes colloques ou non? On s'était rencontrés de façon très, très, très brève, mais ça suffit. Je crois que Le courant est passé. Le courant est passé. Comme dit Claude François. Ouais. Bon. D'emblée, en se serrant la main, en regardant dans les yeux quelqu'un, Ouais. on sait ce qu'il a au fond du cœur et il se passe quelque chose. Oui, pas tous. Hein. Vous savez, je me fais avoir en ce moment par des charlatans, c'est monstrueux. Ah oui. Et j'ai beau serrer la main et sentir que cette personne Ouais. dégage de l'amour et tout plein d'informations passionnantes. Après, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est plutôt de l'argent qui cherche qu'autre chose. Hein. Enfin, vous avez de la chance, vous êtes médium. Ouais. Oh, docteur Charbonnier, vous êtes médium. Moi, je sens que quand même, là... Je crois qu'on est tous médiums. Oui, mais vous êtes doué alors. On est tous médiums, simplement à partir du moment où on sait s'ouvrir sur cette dimension-là, il nous arrive des informations. Alors je disais qu'il y a cette connaissance qui arrive au fur et à mesure donc, de nos apprentissages et de nos recherches, parce que par exemple Raymond Moody dans ce livre dit j'ai un message à délivrer, et ce message à délivrer, je suis comme Eben Alexander, j'ai dû choisir cette mission quand j'étais de l'autre côté. Donc vous voyez à quel point Raymond Moody a évolué. Oui, donc là, il est tombé dans le bon camp. Là, ça montre que... Mais il a quel âge? Il est devenu sénile peut-être, non? Non. Il doit s'approcher maintenant de 70 ans, oui. Oui, ça va. Il continue ses recherches, bien sûr. Il continue ses conférences, il fait son travail remarquable de communication, d'information par rapport à ses recherches. Et donc c'est très bien cette préface que vous faites pour le livre de Raymond Moody. Oui. Enfin, on va peut-être parler quand même du vôtre. Les 3 clés pour vaincre... oui, on va parler de vous quand même. Les pires épreuves de la vie, les 3 clés donc pour vaincre les pires épreuves de la vie. Alors, on s'était vu pour les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. On a pris un café mémorable. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le livre qui est sorti en 2013... 2013, oui, c'est ça. Oui. C'est ça.
Je me suis dit, zut, qu'est-ce que c'est que ce titre, les 3 clés pour vaincre Vous savez, ça fait un peu comme tous les trucs américains qui sont un peu commerciaux, les 8 façons de gagner de l'argent, ou les 12 portes à ouvrir pour avoir la médiumnité à ses pieds. Enfin bon. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce titre un petit peu comme ça, commercial quelque part. Et quand on lit votre livre, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester accroché au titre, quand on lit votre livre, alors là, vous délayez, vous donnez tout votre savoir, une sorte de résumé de tous les anciens livres. C'est vrai que c'est peut-être pas un bon titre, je vous l'accorde, parce que ça fait un petit peu... ouais. J'ai compris, je vais vous expliquer. Ce que vous dites pas dans le livre après en disant Ouais, attention, lisez mon livre d'abord du début jusqu'à la fin, je vous donnerai les 3 clés à la fin et si vous lisez tout de suite la fin, vous n'allez rien comprendre. Enfin, voilà, vous éduquez beaucoup plus, vous donnez plus d'informations. Oui, c'est vrai. Ben, parce que je me suis dit, mais c'est pas le tout ça, accumuler des témoignages pendant des années, ces gens qui sont passés de l'autre côté, qui sont revenus, qui nous disent comment ça se passe, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Voilà. Combien de témoignages? Parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, on ne sait jamais. Plusieurs, je vais dire plusieurs centaines de témoignages. Donc, c'est des patients ou par des amis de personnes qui ont eu une expérience de mort provisoire. Maintenant, c'est comme ça qu'on dit. Plutôt expérience de mort provisoire qu'expérience proche de la mort ou expérience de mort imminente. Parce que c'était NDE du temps de Raymond Moody. Oui, c'était NDE, c'était aux frontières de la mort. Ouais. Mais là, on sait bien que les personnes qui ont eu un électroencéphalogramme plat, dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, sont bien mortes. Donc, c'est la définition de la mort clinique. En ce moment, oui. Pour ce siècle. Oui, voilà. Donc, bon, c'est sûr qu'on a ancré dans nos apprentissages cette quasi-certitude qui est presque inscrite dans le chromosome, comme quoi on ne revient pas de la mort. Et ça, de génération en génération, on dit on ne revient pas de la mort, c'est pas possible, si on était mort, c'est que... Bien sûr. Et s'il revient de la mort, c'est qu'il n'était pas mort. Voilà, exactement. Alors que maintenant, grâce au progrès de la réanimation, on est capable de refaire venir des gens de mort clinique de façon régulière. Alors, ce ne sont pas tous mes malades, les centaines... Vous en avez 200, 300 témoignages. Je ne les compte plus pour vous donner une idée. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive 3 ou 4 témoignages de plus sur ma boîte mail. Alors, comment disséquer tout ça? Donc là, je travaille avec une psychologue qui s'appelle Julia Christian, qui travaille au CMI, Centre d'études des expériences de mort imminente du professeur Marc-Alain Descamps à Paris. Je ne savais pas, il y a eu un centre qui s'est monté. Non, ce n'est pas du tout un centre. C'est-à-dire, les gens m'envoient leurs témoignages et je leur donne des rendez-vous avec cette psychologue et elle collecte tous ces résultats. Elle collecte et elle vérifie peut-être qu'il y a quelques frappés. Oui, parce que voilà, il faut être quand même, il faut avoir la possibilité d'écarter tous les témoignages fantaisistes, etc. Oui. Donc, vous adoptez. Écoutez, je suis désolé, je vais partir avec. Oh, on m'a fait tomber le bouquin. Alors, Isara, il ne faut pas manger le micro. Non. Elle dévore les livres aussi. Oui, non, il faut pas. Moi, j'ai dévoré votre livre. Quel enchaînement. Faites attention, il va le manger. Après, je n'aurai pas ma dédicace. Bon, alors, tous ces témoignages, néanmoins, se recoupent. Pour faire court, pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Jean-Jacques Charbonnier, vous n'avez qu'à lire ses livres, vous allez regarder sur Internet ou à regarder à la télé ou écouter à la radio, vous passez partout. Bon, bref, ça se recoupe et ça explique que certaines personnes ont été au-delà de la frontière de la mort puisque sont mortes et puis sont revenues avec une expérience joyeuse, baignée d'amour et totalement transformée. Je résume, c'est un peu la continuité de Raymond Moody parce que c'est un petit peu le travail qu'il avait fait aux États-Unis de son côté dans les années 80. Ouais, 70. 70, comme le temps passe. Oui, ça passe vite. La vie après la vie, c'est 13 millions d'exemplaires traduits dans le monde entier et dans les années 70. Dites donc. C'était un grand succès auquel il ne s'attendait pas d'ailleurs. Vous sûr. avez combien de doigts à votre main avant que Isara vous en mange un ou deux? Non, ça va. Elle est gourmande. Heureusement qu'on en a 5 sur c'est déjà ça. Alors, dans ce livre, permettez-moi de non pas faire la publicité, mais de dire qu'effectivement, on retrouve les points centraux de tout ce qu'on a l'habitude de voir à droite à gauche quand on s'inquiète de notre devenir une fois qu'on est passé de l'autre côté. Et vous précisez que pour être heureux, déjà vous faites le distinguo entre le plaisir et le bonheur, sujet du bac. Bon, ça, déjà il y a des définitions et savoir exactement ce qu'on veut et ce qu'est le bonheur. Mais vous précisez en filigrane qu'il y a 2 consciences. Oui. La conscience analytique, elle n'est pas bien, elle est mauvaise, et la conscience intuitive. Oui, absolument. C'est grâce à elle qu'on peut avoir contact avec l'au-delà, qu'on peut vivre son bonheur sur Terre. En gros, c'est ça. Et ça laisse sous-entendre un petit peu la pensée positive.
Oui, aussi. Mais je pense que donc les 3 clés. La première clé, c'est avoir la certitude qu'on est un esprit incarné. Ça, c'est une première clé. Oui. La deuxième clé, c'est savoir se débrancher de cette conscience analytique qui Oui. vraiment Qui nous pourrit la vie. qui nous pollue. On en a besoin. Qui nous pollue. Qui nous pollue. Parce que c'est la conscience analytique qui nous permet de savoir que nous sommes ici et maintenant. C'est-à-dire, elle nous situe par rapport au temps et par rapport à l'espace. Tandis que l'autre, on est au-dessus. Tandis que l'autre, on est au-dessus. Et dès que, donc, on est... Peut-être on va la Non, poser. mais non, on va l'assommer au bout d'un moment. C'est pas... Elle est excitée. Ah bah dis donc. Alors, jeune fille. Oui, alors dès qu'on a... Dès qu'on a cette conscience analytique débranchée, Oui. eh ben, on a l'émergence d'une autre conscience que j'appelle la conscience intuitive. D'accord, oui. Bon, c'est comme on arrive à travailler notre inconscient finalement. C'est l'inconscient, mais c'est aussi cette forme de conscience-là qui nous permet de nous relier à tout ce qu'on appelle donc les perceptions extrasensorielles. La médiumnité, la précognition, l'intuition. Oui. Et vous avez vu au début de l'entretien, elle mordit, mais elle fait pas mal, c'est bien. Au début de l'entretien, je vous parlais de croyance. On peut tomber dedans en y croyant aussi dans cette conscience intuitive. À partir du moment où on croit à l'au-delà, à partir du moment où on croit aux esprits qui sont autour de nous et que nous sommes aussi un esprit incarné dans un corps, la pilule passe mieux sur le côté bonheur, c'est ça aussi. Il n'y a pas un système de croyance simplement Oui, sûrement. Il y a un système de croyance. Il faut croire que nous sommes en capacité de supprimer cette conscience analytique pour être reliés à toutes les informations qui nous viennent de champs qui nous dépassent complètement. D'accord, mais voilà. Je suis l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne plonge pas dans l'imaginaire simplement pour se remonter le moral ? Je pense pas, parce que les informations arrivent. Les informations arrivent et elles sont contrôlables, je dirais. Et vérifiables ? Et vérifiables, parce que quand vous avez des intuitions et que ces intuitions se vérifient, bah, vous vous dites... j'ai bien reçu une information. Mais parce que vous êtes doué, docteur Charbonnier. Non, mais il n'y a pas que moi. Mais non, parce que mais non, mais si. Parce que voilà, vous êtes doué, vous avez des intuitions, ça marche. Moi, j'ai des intuitions, ça marche pas. Alors, je veux bien croire que je suis borné, que je suis analytique du début jusqu'à la fin de ma vie. Et pourtant, ma foi est grande en Dieu et en l'au-delà, il n'y a aucun souci. Mais si je veux être cartésien et si je veux être clair et scientifique, ça ne marche pas. Je n'ai aucune intuition correcte. C'est-à-dire que je peux me créer des idées dans ma tête ou des conversations avec des esprits en m'étant ouvert face à l'au-delà, mais ça ne marche pas parce que c'est moi qui soliloque. Vous voyez ? Et c'est des intuitions qui ne marchent pas parce que finalement je ne gagne pas au loto. L'impression que c'est votre propre conscience qui donne les informations. En tout cas, je vérifie que je suis nul en intuition. C'est ça. Ouais. Alors que nous avons... On peut, voilà. Ah, à trouver le bâton, elle est tranquille, voilà. Vous croyez ? Oh oui. Elle va revenir. Hein. Non, elle va partir là-bas. Hein. Voyez mon problème. Je sens que vous, en plus vous l'écrivez dans le livre et dans d'autres, que vous pouvez avoir contact avec votre père, enfin c'est votre fils qui arrive à contacter votre père défunt, que vous priez la Vierge et que vous avez été sauvé par la Vierge, enfin sauvé. Il y a eu au moins un miracle avec quand vous étiez enfant, avec votre épaule qui était un petit peu mal partie vers l'âge de 9 ans. Mais moi tout ça, j'ai jamais vécu ça. Hein. Vous voyez, j'aimerais bien le vivre. Et au contraire, je me mets le doigt jusqu'au coude dans l'œil. Il y a des choses qu'on est capable d'intégrer, puis il y a d'autres choses qu'on occulte complètement. Vous voyez que j'occulte ? Je dis pas ça, je suis pas dans votre tête, mais il est possible que souvent mes gens m'écrivent et me disent oui, j'ai un fils qui est décédé, j'ai jamais reçu de signe, jamais. Comment ça se fait est-ce que ça veut dire qu'il m'aime pas? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas suffisamment capable de recevoir ces signes-là? Mais moi, je leur réponds simplement que les signes sont là, mais on ne sait pas les voir. Souvent, on a notre conscience analytique qui nous empêche de les voir et de les percevoir. Oui. Et est-ce que je peux répondre autre chose en disant que finalement, on se les crée, ces signes, pour se remonter le moral aussi? Oh, c'est super, dans un nuage, ça ressemble à belle-maman, et puis voilà, c'est un signe. Ben c'est sûr qu'il ne faut pas voir des signes partout, c'est sûr. Ni des canards. Mais oui, mais c'est quand même réconfortant de recevoir quelque chose de probant. Moi, je pense à, par exemple, ces signes qui sont donnés par l'intermédiaire des médiums, des signes de reconnaissance très très précis.
ceux-là, on ne peut pas les nier, on ne peut pas dire c'est dans l'imaginaire du médium. C'est des signes extrêmement précis. Oui, alors vous parlez quand même de la conscience. Il y a plusieurs consciences, plusieurs niveaux de conscience. Il y a un peu le côté mémoire akashique aussi. Donc, ce médium peut aussi peut-être plonger dans la vie de la personne qui est vraiment morte, mais qui existe encore dans ses mémoires akashiques et donner des informations sans vraiment attester de la survivance de cette personne. Sans que ce soit l'identité de la personne. En plus. Ouais. Je dirais par rapport à ça que Erwin Laszlo parle très bien de tous ces champs akashiques. Erwin Laszlo. Bien sûr. Voilà. Il parle de tout ça. Il y a un champ de conscience universel. On est capable de puiser dans ce champ de conscience par l'intermédiaire de notre conscience intuitive. C'est ce qui nous fait faire la création artistique, l'inspiration et tout ça. Du piano, etc. Mais, mais alors, pour aller jusqu'au bout de ma question, ça ne laisse pas sous-entendre forcément que la vie continue dans l'au-delà. Ben si, parce que c'est l'esprit des gens désincarnés qui se retrouvent dans l'au-delà. Oui. Alors, nous, avec notre conception matérialiste et puis le modèle qu'on a, on a l'impression que l'esprit il va être forcément dans une sorte d'incarnation transparente avec l'identité telle qu'on la conçoit, etc. Mais moi je pense que l'esprit il est dans une espèce de nébuleuse où il y a tout un tas d'esprits et on est capable de percevoir ces informations par cet intermédiaire-là. Vous pensez parce que vous y croyez ou vous avez vraiment une certitude? C'est une déduction, je dirais. J'ai pas la prétention de dire je connais tout, j'ai tout compris. Mais non, mais en plus, quand on prend comme base les médiums, ou juste la mémoire akashique ou la conscience intuitive, c'est pas non plus les bases les plus fortes pour partir, pour faire une théorie. C'est flou quand même à la base. Par contre, les témoignages, c'est flou aussi, parce que le témoignage humain, c'est un peu flou. Mais quand même, au bout d'un moment, quand c'est toujours les mêmes infos, il y a de quoi s'inquiéter et se dire il y a quelque chose qui corrobore et qui laisse sous-entendre qu'effectivement, ça continue dans l'au-delà. Et youpi, tant mieux. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. On en a déjà parlé, il n'y a pas de souci. Mais si on veut vraiment remonter le moral à quelqu'un qui est athée et qui ne veut pas croire ce genre de choses, c'est délicat de lui dire oh bah t'as qu'à voir dans tes rêves ou t'as qu'à voir avec un médium, ça prouve bien que la vie continue. Vous voyez ? Non, c'est un chemin. De toute façon, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, on est là pour donner des informations. Oui, mais ça aide à vivre. Votre livre aide à vivre. J'espère, je pense qu'il a aidé et il continuera d'aider un certain nombre de personnes, vu le courrier que je reçois. Donc j'ai les retours quand même par rapport à ce livre. Je pense qu'il est suffisamment simple pour donner un certain nombre de pistes pour mieux se comporter, je dirais, dans la vie, pour être pas plus heureux, mais pour affronter au mieux les pires épreuves de la vie. Et les pires épreuves de la vie que je détaille dans ce livre. Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais vous le dites dans le livre d'ailleurs très clairement. Enfin, c'est sûr que, bon, on n'a pas fini de s'amuser sur Terre. En filigrane, il faut, pour bien vivre, préparer sa mort. Oui, il faut être prêt à mourir. C'est pas parce que la mort, c'est pas grave, parce qu'au contraire, en filigrane, dans ce livre-là en tout cas, c'est super, basé sur les témoignages de tous les expérienceurs qui ont donc vécu quelques secondes la mort, ou quelques minutes, allez savoir, parce qu'il n'y a plus de temps de l'autre côté. C'est fabuleux, tout le monde t'aime, Pépé t'accueille, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de revenir sur Terre, et donc la mort c'est fabuleux, on n'a plus mal, on est content, c'est le bonheur indicible même. Je transpose un peu ce que j'ai retrouvé. C'est pas toujours comme ça. Eh ben oui, on les retrouve pas les témoignages négatifs là dans celui-là. Dans celui-là peut-être je n'en ai pas mis, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Mais d'ailleurs la démonstration ne repose pas sur les expériences de mort provisoire. Je dis voilà. Le fruit de mes recherches montre que nous avons deux sortes de conscience. Une conscience analytique, qui est reliée à toutes nos perceptions sensorielles, les 5 sens, et c'est elle qui nous rend malheureux finalement, parce qu'elle va nous projeter dans le futur avec les angoisses du futur, dans le passé avec les nostalgies, les remords, etc. Et puis aussi, elle va tout évaluer par rapport aux autres, par rapport à une situation. Je suis moins ceci que cela, je suis plus ceci par rapport à un autre. Côté qui a matériel, la représentation sociale, bref, l'ego, tout ça c'est la conscience analytique qui nous donne. On se soupèse par rapport à une situation, par rapport aux autres. Tout à fait d'accord. Et en face, vous mettez la conscience intuitive. Et je me demandais si c'était pas juste l'imaginaire. Non, c'est pas l'imaginaire parce que lorsque la conscience analytique s'éteint, c'est là où elle émerge. Et elle s'éteint dans certaines conditions. Elle s'éteint pendant le sommeil,
où on paraît inconscient, alors que 35% des personnes se souviennent de ce qu'elles ont rêvé. Pendant les anesthésies générales, là, on a 2% des personnes, en gros, qui se souviennent de quelque chose, il n'y en a pas beaucoup. Ou pendant aussi les comas, là, il y a 5% de personnes qui ont des souvenirs par rapport au coma. Et par rapport aux expériences de mort provisoire, où là, on n'a plus de conscience analytique du tout, là, avec un électroencéphalogramme. Voilà. Et c'est là où on en a le plus, on a 18% chez les adultes et 65% chez les enfants. Pourquoi pas 100%? Et pourquoi plus chez les enfants? Précisément parce que la conscience analytique fait le ménage. Dès le réveil, on a une autocensure de tout ce qu'on a reçu comme information extrasensorielle. Toutes les informations qu'on a reçues, inconsciemment, on va balayer et remise d'équerre. Voilà. Parce que c'est des rêves. Quand on rêve, est-ce qu'on est vraiment dans un univers réel? Je crois qu'on reçoit des informations, c'est bien connu. Oui, par symbole. Les rêves prémonitoires, on a tout le temps. On a des informations, mais on ne se souvient pas. Vous vous souvenez ce que vous avez rêvé? Alors justement, cette nuit? Mais oui, justement. Moi, non. Mais alors, docteur Jean-Jacques Charbonnier, ça tombe bien qu'on en parle, on va faire une consultation. Parce que dans la chambre d'hôtel où j'étais, parce que là nous sommes chez Jean-Jacques Charbonnier, en Ariège. En Ariège. La maison de l'Ariège. Au pied des Pyrénées. Bon, là, il fait nuit, on voit pas tout, mais il y a des montagnes, je vous assure. Bien, dans l'hôtel où j'étais hier soir, j'ai dormi comme un bébé. J'ai terminé de lire votre livre, c'est fabuleux, je partais dans des limbes fort agréables. J'ai fait des rêves complètement débiles. Je vous le dis pas parce qu'ils sont à moitié sexuels, donc totalement débiles, quoi. Bon, tout mélangé. Heureusement, il y avait ma femme, donc elle pourra pas être jalouse. Enfin, vraiment, n'importe quoi. Et je m'en souviens très bien, par contre. C'était tellement débile que je m'en souviens. Bon, je peux pas vous détailler parce que franchement, c'était très très bête. Et puis, bon, voilà. Mais on se promenait à Pigalle, on faisait du vélib, enfin, des choses, mais aucun symbole particulier, aucun intérêt, aucun message prémonitoire, vous voyez. Et pour terminer là-dessus, et après je vais écouter votre analyse, docteur, bien que vous ne soyez pas psychiatre non plus, mais enfin bon, pour terminer, j'ai été réveillé, et je l'ai filmé d'ailleurs, regardez, j'ai été réveillé par un oiseau qui tapait sur les fenêtres, et qui n'a pas arrêté de taper sur la fenêtre pour me réveiller. Marrant ça, alors c'est réel, hein, on voit la vidéo là. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est un message, un présage, l'oiseau me réveille parce qu'il a quelque chose à me dire, ou simplement il voulait rentrer parce qu'il faisait chaud je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas toutes les clés pour tout comprendre. Mais est-ce que je dois voir un message? Est-ce que je dois voir quelque chose à comprendre dans les rêves? C'est pas moi qui vais vous le dire. C'est vous, avec votre cœur, avec votre sensibilité, qui allez vous dire, tiens, ça, si j'ai reçu cette information-là, c'est parce que ceci ou cela. Mais ça, c'est vous qui allez recevoir l'information. C'est pas moi. Moi, je vais pas interpréter. Alors, il y a des gens qui interprètent les rêves, parce que les rêves, c'est non seulement des informations qui nous viennent de champs d'informations venus d'une autre dimension, on va dire ça comme ça. C'est un défoulement aussi de mais aussi, vous avez raison, il y a aussi tout ce qui a été stocké par notre conscience analytique dans la journée et qui va faire résurgence au moment où notre conscience intuitive s'ouvre. Notre conscience intuitive nous permet de recevoir des milliers, peut-être des millions d'informations. Ah oui, notre cerveau est compliqué quand même. Et puis nous, au réveil, on a notre conscience analytique qui s'allume et on va trier. Donc les informations que vous allez avoir, qu'est-ce qui va rester? C'est les informations résiduelles que votre conscience analytique n'aura pas censurées. Ah d'accord, vous voulez dire que j'ai gardé que le côté sexuel parce que c'était ce qui m'intéressait dans les rêves de la nuit. C'était ce qui a été le moins choquant pour votre conscience analytique. D'accord. Et l'oiseau qui frappe à la fenêtre, c'est la première fois que je vois ça. Laisse-moi mon doigt, pas trouver un bout de bois. C'est mon doigt. Il est très mal élevé, mais il faut revenir l'année prochaine, je l'aurai rééduqué. Non, mais elle est charmante, Mais c'est mon doigt. Elle est très démonstrative. Alors, un oiseau qui frappe à la fenêtre, c'est généralement pour annoncer quelque chose quand même, ça. Hein? Oui, souvent les oiseaux, les papillons, sont réputés pour donner des signes de l'au-delà. C'est toujours, c'est bien connu. Et c'est un bon présage, docteur, ou c'est que quelqu'un va bientôt décéder? Mais encore une fois, c'est pas moi qui vais vous le dire. Je le saurai bien un jour. C'est vous avec votre cœur qui va aller vous dire, bon, mais ça c'est un message de papa ou j'en sais rien. Peut-être votre papa est encore là. Enfin, je dis ça parce que il y a des gens qui interprètent forcément les messages avec leur cœur. Et ces messages qui sont interprétés avec leur cœur, ce sont des messages réels, parce que ceux-là, ils le ressentent. Et il y a aucun doute là-dessus. Mais là, à ce jour, je suis dans l'interrogation la plus complète. Vous êtes dans le doute. Donc, dans l'interrogation, je sais que l'oiseau a frappé, je suis pratiquement sûr que c'est un signe,
Donc voilà, Mais vous voilà. avez la réponse. Mais j'ai aucune réponse. Et Et c'est pas moi qui vous l'ai donné, c'est vous. Oui, mais enfin, néanmoins, quand il arrivera un bonheur ou un malheur, là, je me dirais, ah, c'est l'oiseau qui a de ça 15 jours à frapper, il voulait me prévenir. Et Si vous je le pourrais ressentez faire comme une ça, logique c'est- post... Oui, mais vous voyez, pas très intelligente non plus, parce qu'on peut associer tous les signes une fois que c'est posteriori. oui, mais vous allez forcément trouver la bonne solution. Forcément. Vous. Alors, au niveau des solutions, les 3 clés pour vaincre les épreuves de la vie, je synthétise un peu le titre, chez Guy Trédaniel, du docteur Jean-Jacques Charbonnier, est un livre à lire en ne s'arrêtant pas donc sur le titre, parce que, voilà, disais-je, depuis le début, vous faites la synthèse de la vie après la mort, vous allez jusqu'à dire que les animaux ont une âme. Dans la bibliographie, d'ailleurs, vous citez pas Jean Prieur, les animaux ont Oui, une âme. Tiens, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur dramatique. Ouais. Mais les animaux, on les retrouve, les médiums les captent, c'est ce que vous me disiez au début de l'entretien. Les êtres humains décédés, on les retrouve, on peut faire dialogue, c'est ce que vous marquez dans le livre. Donc là, dans ces cas-là, on va plus loin que ce qu'est en train de vous dire Yann Eric il y a de ça 5 minutes. C'est-à-dire que s'il y a dialogue, il y a quand même la vie qui continue quelque part. Mais c'est rare ces dialogues qui se tiennent. Et c'est rare aussi ces dialogues qui sont pertinents. Le trois quarts du temps, c'est je t'aime. Ah, est-ce que tu es bien là où tu es? Oui, oui, je suis très. Vous voyez, ça va pas très très loin non plus, à travers les médiums, je veux dire. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier quand même? Est-ce qu'on se trompe pas à vouloir trop y croire? Bien sûr, il faut se méfier. Au milieu de toutes ces personnes qui se disent médiums, il y a forcément des imposteurs, forcément. Il y a forcément des gens qui veulent faire... Quels sont les bons médiums que vous pourriez conseiller? C'est pas faire une pub, mais dans le livre, vous en citez un ou deux. Quelles sont les personnes dont vous êtes certain au moins déjà de l'honnêteté et ensuite de la possibilité d'avoir contact? Moi, j'ai vu des choses troublantes avec Henri Vigneault, Florence Hubert. Oui. Qui est à Toulouse maintenant, Florence Hubert? Oui. Michel Riffard. Henri Vigneault, bien sûr, alors qu'il est mondialement connu. Alors, vous allez vous faire des ennemis. Voilà, parce que c'est... Non, mais j'en ai vu tellement travailler, je peux pas... Rénal Roussel... alors Christine André, Christine André, tous ces gens-là qui ont leur notoriété, je dirais... De bouche à oreille. De bouche à oreille, une notoriété de médium, ça n'arrive pas comme ça. Non. On ne l'achète pas. Donc, il faut que ce soit des gens qui, en salle, en particulier, dans ces séances de médiumnité en salle, ont donné des signes de reconnaissance suffisamment précis à suffisamment de monde pour pouvoir être probant et crédible. Oui, et donner des clés, là aussi, voilà. de retrouver l'être cher parce qu'il s'appelle Francis ou parce qu'il montre un perroquet sur l'épaule et on sait que c'est lui. Voilà. Par exemple, Henri Vigneault qui dit à une dame je vois un enfant qui montre un ours en peluche bleue. Moi, ça m'avait frappé. C'était la première fois que je voyais un médium travailler en salle. Et je me suis dit d'emblée, cette femme est complice. Oui. Mais il y en avait partout, des complices, dans la salle. Donc, c'est à un moment scoop. donné... Il y a des complices partout dans les conférences d'Henri Vigneault, vous l'avez dit. Non, mais à un moment donné, il faut bien reconnaître la réalité du contact avec l'au-delà. Je ne vois pas quelle explication on pourrait donner sinon. Après, vous avez des médiums qui sont plus ou moins en forme. Ils ont branché leur conscience intuitive. Ils ne sont pas Dieu, oui, bien sûr. Donc, ils le reconnaissent eux-mêmes, quelquefois. Tiens, ce soir-là, j'ai été mauvais. Ils peuvent se faire tromper aussi. Oui. Les esprits malins peuvent se faire passer pour le grand-père et donner des mauvaises informations tout en se faisant croire que c'est lui. Et puis, pour avoir discuté beaucoup avec les médiums, ça m'intéresse, je crois que le piège le plus... pas le plus grave, mais le plus fréquent, c'est de se laisser tromper par sa propre interprétation. C'est-à-dire, je reçois telle chose, telle image, ou telle situation, je ne vais pas la donner telle que je la reçois, mais je vais l'interpréter. Je vais dire, je vais faire une histoire par-dessus, pour que le signe soit plus parlant pour l'interlocuteur. Et c'est là qu'il se trompe. C'est là qu'il se trompe. Il faut qu'ils donnent leur perception exacte, sans interprétation personnelle. Il faut déjà de l'au-delà qui ait des informations assez claires. Et sans brancher leur conscience analytique. Ah, cette fameuse conscience analytique. Oui.
Ben, c'est ça qui fait... Alors, j'en reviens à... Oui, Jean revient. Comment va-t-il, Jean revient? Le célèbre Jean revient. À cette démonstration que je voulais faire avec les enfants, par rapport aux expériences de mort provisoire, 65% chez les enfants, 18% chez les adultes, tout simplement parce que les enfants ont très peu de conscience analytique. Ils ont très peu d'apprentissage, ils sont pas encore baignés culturellement. Ils ont beaucoup d'imaginaire. On appelle ça l'imaginaire, mais souvent on dit tiens, cet enfant il joue avec un personnage imaginaire. Mais est-ce que c'est pas un contact médiumnique? Peut-être que oui, peut-être que... Oui, moi ça ne me paraît pas scandaleux de dire ça. Souvent des enfants ont des visions médiumniques, ils voient passer une personne dans une pièce, par exemple. Souvent des enfants se créent des monstres, des amis imaginaires, grâce à mais au milieu de tout ça, cerveau. Qui vous dit que ce ne sont pas des perceptions médiumniques? Moi, je crois que les enfants sont beaucoup plus ouverts parce que capables moins de conscience analytique, d'ouvrir leur conscience intuitive que des adultes. Les animaux, c'est pareil. Les animaux reçoivent des informations extrasensorielles beaucoup plus que les adultes humains, parce que ils ont très peu de conscience analytique. Les animaux, ils sont branchés complètement sur l'intuition. Surtout les chats. Les chats, comme ce fameux chat Oscar qui était médium. C'est sacré Oscar. Tout le monde le connaît, il était dans un hospice et puis il montait sur la personne qui allait mourir dans les 3 jours. C'était très, très intéressant. Dites donc... Pour la personne qui allait mourir. Voir arriver ce chat, il est mort le Matou j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Il répond pas à mes emails en tout cas. Ce qui n'est pas une preuve justement de la mort. On se retrouve dans la deuxième partie, d'accord docteur Charbonnier. Le temps de recompter tous ses doigts pour voir s'il n'en manque pas un avec la chienne Isara. Elle est partie.